Les États-Unis, on le disait, poursuivent leur blocus des ports iraniens. C'est ce qu'a confirmé Donald Trump hier. Et donc l'Iran continue, elle, de verrouiller ce détroit d'Ormuz. Ce matin, on l'a dit, 2 navires ont été visés, notamment un porte-conteneur qui battait pavillon libérien au large d'Oman. Il avait ignoré les avertissements des forces armées iraniennes. Fort heureusement, vous l'avez rappelé, François, l'équipage est sain et sauf. Première question, est-ce qu'on peut déjà parler d'une certaine forme de bataille navale dans ce détroit d'Ormuz ? C'est un peu fort. Non, c'est un peu fort. Je pense que ce qui se passe simplement, c'est que les Iraniens veulent maintenir Hormuz fermé parce que c'est important pour leur position de négociation. Donc il y a un bateau qui a tenté sa chance et donc les Iraniens ont manifesté le fait qu'ils allaient appliquer la fermeture du détroit d'Ormuz qu'ils ont déclaré. Donc ça permet en fait de maintenir le statu quo plutôt que ça représente une escalade. Après, la question c'est, est-ce que c'est une initiative locale du commandement local des gardiens de la Révolution, parce qu'on sait que ça peut être assez décentralisé, ou est-ce que c'est une initiative plus réfléchie pour ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas de bataille navale dans la mesure où vous n'avez pas les gardiens de la Révolution qui tirent sur la marine américaine. Ouais. C'est ce moment-là où là, en revanche, on sera reparti dans des hostilités. Les deux belligérants face à face, Exactement. En l'occurrence. Exactement. Effectivement, c'est ce qui serait à craindre. On n'y est pas du tout. On le disait, François, malgré tout, depuis ce week-end, on voit effectivement des cargos qui sont arraisonnés, des tirs, vous en avez rappelé certains. En l'occurrence, on sent quand même que la tension se focalise autour de ce détroit d'Ormuz. Oui, c'est un point de négociation absolument essentiel. C'est d'ailleurs là-dessus que tout va se jouer. Et donc, chacun se positionne. Donc, les Américains en maintenant ce blocus, les Iraniens en montrant qu'ils sont capables, avec leurs petites vedettes là, de leur flotte moustique, ces vedettes rapides, parce que vraisemblablement, c'est ce qui s'est passé peut-être dans les deux cas. En tout cas, dans le premier cas, ce matin, c'est sûr, puisque ça a été décrit comme tel. C'est une vedette des gardiens de la Révolution qui est arrivée à proximité du navire et qui a fait feu. Et donc, chacun se positionne. Et là, pour l'instant, on est effectivement dans une situation de blocage. Blocage diplomatique, ça se s'entend, plus blocage visiblement sur le terrain. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est effectivement si en coulisses, les discussions progressent. On sait que les deux belligérants sont partis avec des positions diamétralement opposées. Est-ce que c'est en train d'avancer ? On sait que le contact n'a pas été rompu depuis une dizaine de jours, depuis le premier round de négociation. Est-ce que les choses avancent ou pas ? Ou est-ce que les dissensions au sein du camp iranien font que c'est pas possible ? Dissensions côté camp iranien, côté imprévisible et ingérable du côté américain, tout ça met de la perturbation vraisemblablement dans les négociations qui ont, pour cette raison, du mal à avancer. Et on va prendre la direction justement du Qatar et de Doha, précisément rejoindre comme chaque jour nos envoyés spéciaux, Gilles Papin avec Mathieu Niewenglovski à la caméra. Bonjour à vous deux. Gilles, justement, quelle est la situation sur place à l'heure où on se parle ? Qu'en est-il ce midi ? Écoutez, la situation est toujours confuse, mais en tout cas, elle est bloquée du côté du golfe Persique par les gardiens de la Révolution et bloquée du côté du golfe d'Oman par l'armée américaine. On l'a entendu, vous l'avez dit, ce qui s'est passé cette nuit, deux incidents. Tout d'abord sur un porte-container qui se situait à environ 30 km au nord-est d'Oman. Selon l'opération de commerce britannique, un navire des gardiens de la Révolution aurait tiré sur ce porte-container et le capitaine du porte-container aurait indiqué que l'équipage n'était pas blessé mais que le navire aurait subi des dégâts conséquents. Ensuite, c'est l'agence semi-officielle iranienne Tasnim qui a communiqué en disant que les gardiens de la Révolution avaient seulement appliqué le droit maritime puisque le capitaine de ce navire n'aurait pas répondu aux sommations des Iraniens. Et puis deuxième incident dans le détroit d'Ormuz ce matin, c'est un cargo cette fois-ci qui aurait été touché aussi par des tirs d'une vedette iranienne. Le cargo se trouvait environ à 15 km à l'ouest des côtes iraniennes. Et selon toujours le site des opérations maritimes britanniques, les deux navires appartiendraient à la compagnie MSC et ils seraient à l'heure actuelle bloqués, immobilisés donc dans le détroit d'Ormuz. Les Iraniens ce matin ont fait savoir par la voix de leur ambassadeur à l'ONU qu'ils reviendraient à la table des négociations uniquement si les Américains débloquaient le blocus donc dans le golfe d'Oman, ce qui pour l'heure évidemment malgré le cessez-le-feu rallongé de Donald Trump n'est pas d'actualité.
Merci beaucoup Gilles Papin pour ces précisions avec Mathieu Nivenglowski depuis Doha. Bertrand Besancenot, vous connaissez bien le Qatar, ancien ambassadeur de France là-bas. Vous connaissez aussi l'Arabie Saoudite. Pourquoi les pays du Golfe s'expriment peu en ce moment? Est-ce qu'ils sont justement dans l'attente d'éventuels pourparlers entre les deux camps principaux? Non, mais les pays du Golfe sont actuellement très impliqués en réalité dans les discussions parce que coulisses. En coulisses, bien sûr. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que leurs relations avec le Pakistan sont connues. Et effectivement, il y a des échanges permanents entre les Pakistanais, les Saoudiens, les Qataris. Et par ailleurs, il ne faut pas l'oublier, le président Trump, à part M. Netanyahou, n'écoute en réalité que Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite. Donc on sait très bien qu'à la fois les Saoudiens, les Qataris font également passer des messages du côté, à Washington. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on peut rester un tant soit peu optimiste, c'est-à-dire qu'on le voit sur le terrain dans le détroit d'Ormuz, jusqu'ici, le débat, le conflit est contrôlé, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on voit bien que chacun joue sa partition. C'est un peu une lutte de détermination pour le moment, précisément parce que chacun rappelle sa position de principe et en même temps, vous avez des pourparlers qui ont lieu. Bon, le tout est de savoir si effectivement on parviendra, grâce à la médiation pakistanaise, à une forme de compromis qui sera probablement un compromis partiel, provisoire, mais qui permette quand même... Oui, étape par étape, comme vous le disiez. Pour entamer quand même la négociation sur le fond. Et c'est un peu là où tout se joue. Mais encore faut-il trouver la bonne norme. Et comme ceci a été dit par François, il y a d'un côté, effectivement, du côté iranien, les choses ne sont apparemment pas totalement établies sur la ligne de crête. Et du côté américain, on sait qu'on peut s'attendre à beaucoup de choses de la part du président Trump, même si on sait que de part et d'autre, on voudrait a priori éviter de rentrer dans un conflit généralisé. Oui, Irbot Degani-Hazar, vous êtes également toujours avec nous. On le disait, ce détroit d'Ormuz est de toute manière l'arme massive, l'arme de guerre des Iraniens, puisqu'ils peuvent le verrouiller et ainsi contrôler tout le commerce mondial. On rappelle qu'un cinquième du pétrole mondial transite par ce détroit d'Ormuz. On sait aussi, on croit savoir en tout cas, qu'il y a des discussions en coulisses entre les pays du Golfe et les Iraniens, justement, pour aussi tenter de débloquer la situation. Alors, vous avez raison, c'est l'arme absolue du régime iranien, mais c'est aussi leur faiblesse. En réalité, parce que avec ce double de blocage, ils ne peuvent plus vider leur cuve. Et toute la richesse iranienne, c'est-à-dire s'ils sont obligés d'arrêter l'exploitation, ça aura des conséquences difficilement réversibles. C'est beaucoup plus difficile pour eux. Donc ils ont commencé, d'ailleurs, j'ai une lecture qui est peut-être un peu particulière, mais moi je pense qu'ils ont commencé à menacer les pays du Golfe d'attaques directes sur leur exploitation, ce qu'ils avaient déjà fait, ils le rappellent, pour cranter un niveau supérieur en disant que même si on venait à discuter dans le cadre du cessez-le-feu, à libérer un tout petit peu tout ou partie, sachez qu'on aura toujours le pouvoir de nuire. Vous savez, retenez-moi, je fais un malheur. Et je pense sincèrement que je ne sais pas qui profite, je sais qui paye le prix de tout ça, mais d'une manière générale, le temps joue plus contre le régime, les gardiens, parce que réellement, s'ils sont obligés d'arrêter l'exploitation, ils coupent. Et s'ils coupent, ils n'ont plus les moyens financiers de payer les mercenaires qui, notamment, sont en Iran aujourd'hui, qui font le maintien de la répression en Iran. Quand vous vous baladez, imaginez-vous, projetez-vous juste, on nous le dit clairement, au rond-point, les contrôles d'identité, les contrôles des véhicules, etc., maintenant sont sifflés par des proxys extérieurs qui sont à l'intérieur de l'Iran. Donc on est quand même dans cette situation et l'argent, c'est ce qui permet à l'Iran de payer ses proxys et de nuire à l'extérieur comme à l'intérieur. Et donc à partir du moment où il n'y a plus cette manne financière directement, alors ils ne peuvent plus. Et on les étouffe, on les tue, parce que l'idéologie, ça va à un moment donné, mais ces gens-là sont payés. Et donc, dans ce contexte-là, je pense que l'enjeu du détroit va bientôt être peut-être, je prends un risque secondaire, si on arrive à avancer dans la négociation, parce qu'ils ont besoin aussi d'avoir ce souffle. Par contre, ils ont cranté un niveau au-dessus en disant que immédiatement après, on a les moyens toujours de taper
les autres pays du Golfe, étant précisé qu'il doit y avoir une pression incroyable de la part notamment de la Chine, qui a vraiment besoin de ce pétrole. Oui, effectivement, la Chine qui pousse pour qu'il y ait une navigation, je cite, sans entrave depuis des jours et des jours maintenant dans ce détroit d'Ormuz. Et puis il y a un autre aspect qu'il faut peut-être ajouter en ce qui concerne la production et le stockage du pétrole, enfin des hydrocarbures iraniens, c'est que en fait, si vous arrêtez de produire, si un puits de pétrole s'arrête, c'est très compliqué de reprendre. Et il y a un moment, quand vos cuves sont pleines, ce qui est le cas visiblement, en tout cas c'est ce que disent les Américains, c'est aussi peut-être de la communication américaine, mais ils disent que les cuves, vous savez, de l'île de Karg, cette île dont on a longtemps parlé, parce que c'est la station-service, on va dire, iranienne, et c'est par là en tout cas que passent 90% des hydrocarbures iraniens. Visiblement, ces cuves, puisque en fait les navires sortent moins maintenant, ils ont continué à sortir pendant le mois de mars, mais là c'est moins le cas, justement à cause du blocage, du blocus américain. Ces cuves sont pleines. Si les cuves sont pleines, ça veut dire qu'il faut arrêter de produire. S'il faut arrêter de produire, c'est un problème, parce que pour eux, pour les Iraniens évidemment, parce que encore une fois, un puits de pétrole, c'est pas, vous ne mettez pas sur off et ensuite vous pas chômage technique pendant 2 jours et on rallume. Non, en fait techniquement c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc il va falloir effectivement qu'ils trouvent une solution sur cet aspect-là. Benoît Billon, effectivement, le détroit d'Ormuz, pourquoi on n'arrive toujours pas à le débloquer? Qu'est-ce qui se joue pour que Donald Trump aussi patiente, mine de rien, même s'il y a ce blocus des ports iraniens? Est-ce que finalement il est miné? Est-ce qu'on essaie de savoir s'il est véritablement miné, comme le disaient les Iraniens au début? Si vous mettez une mine au milieu du détroit d'Ormuz, ça suffit pour que tout le monde... à partir du moment où on ne sait pas où elle est, ça suffit pour qu'il y ait l'incertitude fasse qu'un certain nombre d'armateurs ne prendront pas le risque, un certain nombre d'assureurs n'assureront pas les bateaux. Et donc, finalement, cette mine... réelle ou pas, en réalité, elle dissuade déjà. Elle dissuade déjà. Ouais. Elle n'a même pas besoin d'exister. Elle n'a même pas besoin d'exister. On peut simplement, vous pouvez jeter un gros caillou et faire en sorte que tout le monde le voit, et puis vous dites, si, c'est une mine, je vous jure, et ça peut déjà avoir un impact. La question d'Ormuz, en fait, c'est lié à la question du temps. On parle beaucoup de temps depuis le début de cette émission. Qui a le temps et qui est persuadé d'avoir le temps? C'est-à-dire que les Iraniens peuvent dire oui, nous avons le temps, mais en même temps, ils ont ce problème avec le pétrole et leurs ressources financières. Les États-Unis peuvent se dire qu'ils ont le temps, mais en réalité, il y a un calendrier politique aussi qui va finir par s'imposer à Donald Trump, quelle que soit sa volonté de façonner le réel par ses déclarations. Parce que lui, il n'a pas vraiment besoin de ce pétrole. Ils sont assez autosuffisants, les Américains, mais malgré tout, le temps joue contre lui pour d'autres raisons, et notamment électorales. Oui. Électorales, et puis aussi parce que les États-Unis ont consommé énormément de ressources militaires dans les frappes qu'ils ont menées. Ils ne peuvent pas entretenir sans limite l'effort militaire qu'ils mettent aujourd'hui au Moyen-Orient, de peur que leur appareil militaire soit usé. On le voit déjà sur le porte-avions Ford, qui va avoir passé presque 1 an en mer. Ça va avoir un impact qui va se chiffrer en années sur le potentiel de la marine américaine. Et vous avez un certain nombre de paramètres comme ça qui doivent être pris en compte. Donc, de part et d'autre, on joue à celui qui a le temps sans forcément l'avoir réellement. Et la question à la fin, c'est qui? C'est je te tiens, tu me tiens. Et c'est qui va finalement, alors pas rigoler là, mais scier le premier. Lâcher le premier, effectivement. En tout cas, la population américaine en plus ne comprend pas cette guerre. Donc Donald Trump doit justifier ces millions investis et sortis effectivement au Moyen-Orient en ce moment. Bertrand Besancenot, la question qui se pose aussi, alors qu'on parle depuis ce matin de ces tirs iraniens sur des navires dans le détroit d'Ormuz, c'est est-ce que ces tirs-là remettent en question ce cessez-le-feu qui a été prolongé par Donald Trump? Non, je ne pense pas. Enfin, le processus donne le sentiment d'être assez contrôlé, en tout cas jusqu'à présent. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir une étincelle qui ensuite dérape. Mais pour le moment, très clairement, le processus est contrôlé. Le problème, ceci a été dit, c'est que de part et d'autre, on est persuadé, ou en tout cas on fait semblant de croire que le temps joue pour soi. Bon. Et donc, effectivement, à ce petit jeu, c'est le premier qui lâche. Enfin, c'est l'éternel problème. Et donc, si vous voulez, ce qui se passe, les incidents qui ont lieu dans le détroit d'Ormuz sont simplement une mesure, justement, à la fois, donc, cette volonté de détermination de montrer qu'on a, entre guillemets, le droit pour soi. Et en réalité, on maintient quand même un certain processus en évitant qu'il ne dérape, justement,
en pensant que le temps joue pour soi. Bon, donc c'est tout le paradoxe de la situation actuelle. Et on a l'impression depuis le début de ce conflit, depuis le 28 février dernier, eh bien que l'Iran en est presque à privatiser ce détroit d'Ormuz. C'est ce qui ressort aussi des échanges et des pourparlers. Irbod Degani Hazar, est-ce que l'Iran a changé sa vision justement de ce détroit très stratégique? Est-ce que c'est désormais acté ou presque que ça leur appartient quelque part? C'est pour eux, je pense que de ce qu'on entend depuis des semaines et des semaines, c'est acté que ça leur appartient. Mais vous savez, je donne des cours de négo, et en négo, je dis souvent que les Iraniens commencent à négocier quand les autres ont cru à la fin de la négociation. Et c'est pas une blague. Je pense qu'ils estiment que ça leur appartient. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils se revendiquent d'un droit qui est complètement opposé au droit international. Donc maintenant, est-ce qu'ils y tiennent tant que ça? Parce que je pense qu'ils ont plus à perdre avec cette fermeture qu'à gagner. En réalité, tout le pétrole sort par là, beaucoup de denrées sortent par là, mais il y a aussi beaucoup qui arrivent par là pour l'Iran, qui a quand même besoin aussi d'avoir des imports. Et c'est la machine qui est complètement bloquée. Donc à partir de ce moment-là, je ne suis pas sûr que sur la durée, ça puisse tenir réellement, et ça créerait vraiment un précédent qui va vraiment chambouler et désorganiser le droit international maritime. Je pense aussi on est allé jusqu'à là, si on pouvait, si Trump ou qui que ce soit aurait le pouvoir d'accepter, de valider ce point cette situation, de dire qu'un détroit, un point appartient qu'à un seul pays, alors qu'il est au minimum à partager avec plusieurs pays qui sont dans le Golfe, et notamment Oman, qui est juste en face. Mais qu'on comprenne bien, Benoît Billan, ça veut dire que quand il y a des tirs dans le détroit d'Ormuz, on n'est pas sur une entrave au cessez-le-feu et à la trêve. Ça ne compte pas comme étant une attaque un peu hostile. Ça ne compte pas tant qu'il n'y a pas d'échange de tirs entre les belligérants, entre l'Iran et les États-Unis. C'est-à-dire c'est chacun affirme qu'il maintient son blocus, parce qu'on a blocus contre blocus, et donc ça maintient le statu quo en réalité. Si en revanche il y a des navires qui commencent à passer Ormuz dans un sens en sortant, c'est que le blocus américain ne fonctionne plus. En rentrant, s'il y a des navires qui passent Ormuz, ça veut dire que l'un des deux blocus n'a pas marché. Donc ça affaiblit la position de négociation. Donc les deux ont besoin de maintenir ce détroit fermé pour l'instant. Maintenant, la réalité aussi, c'est que il y a quand même un problème durable. Il était question de droit international maritime et puis de trafic maritime. La marine américaine n'est pas en capacité de rouvrir de force le détroit d'Ormuz aujourd'hui. En tout cas, elle ne le semble pas. Elle ne semble pas l'être. Ça aura des conséquences dans la durée sur les calculs économiques et stratégiques que feront l'ensemble des pays de la planète sur la façon dont ils vont gérer le commerce mondial. Donc quand on dit que les États-Unis sortent un peu affaiblis de cette séquence, il y a quand même une part de vrai. En l'occurrence, les pays européens, eux aussi, essaient de jouer leur partition en essayant de se faire entendre. Il y a cette réunion aujourd'hui et demain à Londres, François, avec les militaires d'une trentaine de pays non belligérants, donc dont les Français, pour discuter de la formation d'une mission qu'on co-dirigerait en tout cas avec les Britanniques, pour justement protéger la navigation dans ce détroit d'Ormuz. Est-ce que notre voix compte? Il y a déjà eu ça la semaine dernière, vendredi dernier, à Paris, autour d'Emmanuel Macron et de Keir Starmer. Oui, alors il y a des progressions. Il y a d'abord eu des réunions au niveau politique. Il y a déjà eu une réunion au niveau des chefs d'état-major. Là, on sait que c'est une réunion au niveau... Ce sont des militaires. Alors, le grade, j'ai envie de dire, n'est pas précisé. Et c'est plus large, en fait, que l'Europe, d'ailleurs, puisque il y a au moins une trentaine de pays qui participent. Effectivement, c'est sous l'égide à la fois de la France et du Royaume-Uni. Mais on n'y est pas, parce que de toute façon, il a été très clairement dit que ce sera après la fin des hostilités. Et là, on voit qu'on n'y est pas, puisque les négociations n'ont pas véritablement débuté. Et puisqu'au moment où on parlait de ces deux navires qui ont été attaqués dans les dernières heures, vraisemblablement, il y en a aussi un troisième qui a été attaqué. Donc on n'a pas encore d'informations très précises là-dessus. Vous posiez la question de savoir si ça allait marquer une escalade, si ça remettait en cause le cessez-le-feu. Effectivement, je suis d'accord avec vous, pour l'instant, on n'est pas là-dedans. Mais si ce nombre d'attaques se multiplie, 3 en quelques heures, là, ça commence à faire beaucoup. Il va falloir voir quelle va être la réaction américaine, parce que en fait, l'armada américaine, elle est certes elle n'est pas dans le détroit d'Ormuz, elle est à la sortie du détroit d'Ormuz. Enfin, les Américains, ils voient très clairement ce qui se passe. Ils ont des radars, ils ont des satellites. Il y a un moment, la question va se poser de savoir s'ils laissent faire
d'abord s'ils ont les moyens, parce que ces vedettes rapides, comme leur nom l'indique, sont rapides. Donc, elles sortent, elles sont cachées, et puis elles arrivent très rapidement sur leur cible. Mais vraisemblablement, ils les voient. Est-ce qu'à un moment, il n'y aura pas une réaction de la part d'un navire américain sur ces vedettes iraniennes? Oui, chacun compte les points. Vous le disiez, on est dans une démonstration de force de part et d'autre. Absolument. Mais l'initiative franco-britannique, je crois, a un triple objectif. Le premier, c'est naturellement de donner des éléments de réponse aux pressions américaines, enfin sans se faire beaucoup d'illusions, parce que pour le moment, il reste dans le domaine de l'insulte. Bon. Mais le deuxième objectif, c'est quand même très clairement d'essayer de rassurer les assureurs. C'est-à-dire que si le conflit se termine, eh bien, naturellement, on donne quelque chose aux assureurs en leur disant, mais voilà, on prend quand même des mesures pour faire en sorte que le transit se passe dans un minimum de sécurité. Et puis, la troisième chose, c'est on sait très bien qu'à l'issue de ce conflit, les Iraniens continueront de penser qu'ils ont toujours une capacité de dissuasion, puisque preuve a été faite que personne n'a réussi à la supprimer. Ouais. Donc, si vous voulez, ils considéreront toujours, quel que soit l'accord, qu'ils ont toujours ce joker dans les mains. Et donc, c'est aussi une façon d'essayer de diminuer cette prétention iranienne à pouvoir faire ce qu'ils veulent dans le Golfe. Bon, donc c'est un peu ça les trois objectifs de la réunion, et non pas tout à fait par hasard s'y retrouvent toute une série de pays, pas simplement les Européens, mais également il y a le Japon, la Corée, l'Australie, etc. Bon. Et peut-être un mot aussi là-dessus sur cette participation française. Enfin, c'est même plus qu'une participation française. En fait, on est vraiment, on co-préside cette initiative, et c'est aussi pour une raison simple, c'est parce que c'est nous qui avons une marine qui peut le faire. Voilà, avec les autres, pas seul. Mais... Si la marine américaine ne rouvre pas Hormuz, les marines européennes en sont rigoureusement incapables. Ah non, mais on est complètement d'accord là-dessus. Quand même assez non, mais bien sûr. Non, on a une capacité de déminage, justement. Alors, on a une capacité de déminage, on a des navires qui permettent de déminer. Non, mais je disais pas ça. Les Américains ne peuvent pas le faire, c'est pour ça qu'ils nous ont appelés au secours, et on leur a dit, vous êtes gentils, d'abord, on peut pas le faire, et puis vous aviez... Puis n'essayez pas de nous impliquer dans le... Voilà, et vous avez qu'à vous prévenir. Mais en revanche, on est capable, comme on a fait par exemple quand dans l'opération européenne Aspides en mer Rouge, où très régulièrement, d'ailleurs je crois que maintenant il y en a encore une, il y a une frégate française qui participe. Et nous, c'est pas le même niveau de menace. Mais... Non, c'est pas la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un hasard. Je veux dire, l'armée française, et en particulier sa marine, a les capacités, non pas évidemment de sécuriser le détroit d'Ormuz si jamais le conflit n'est pas terminé, mais a les moyens de participer à cette... C'est un élément de dissuasion. Que ce soit vis-à-vis des Houthis dans la mer Rouge, ou que ce soit dans le Golfe vis-à-vis des Iraniens. On va entendre Irbod Deghazi Azhar. Vous vouliez réagir aussi là-dessus. Deghazi Azhar, pardon. Je vous en prie. Déjà, vous le prononcez très bien, le Irbod, et ça me va très bien. Je voulais dire que la France gagnerait, je pense, elle le fait, à être plus stricte sur sa position, plus lisible aussi. On a en face de nous deux partis qui font tourner en bourrique un peu tout le monde et toute la diplomatie internationale parce qu'il n'y a pas de lisibilité. L'Iran a déjà montré son pouvoir de nuisance en bloquant Hormuz, et il peut, et en nous disant très clairement, je peux bloquer, débloquer quand je veux. Les États-Unis ont amené au même niveau de négociation en bloquant postérieurement, en disant que si vous bloquez, je bloque aussi. Je pense que la communauté internationale pourrait clarifier sa position et assumer cette position, et je pense que la France a vraiment quelque chose à jouer à ce moment-là, mais qu'il ne faudrait pas simplement s'arrêter sur le plan économique de libérer le détroit pour l'économie, mais en donnant une vraie porte de sortie avec une vision globale, prenant y compris sa jurisprudence habituelle, et je suis peut-être un peu confus, mais en prenant y compris ce côté humaniste qu'elle a, ce universalisme, en disant voilà, c'est un ensemble global qui doit être négocié, et arrêtons de négocier simplement focus sur le détroit, mais négocions la globalité. Et là, il y a quelque chose de plus important, parce que réellement, jusqu'à on reste focus sur ce détroit, on montre que l'Iran a le pouvoir de nuisance le plus fort. Et je pense que dans une négociation, il est important d'élargir le champ et de faire un pas de côté parfois quand on voit qu'on est bloqué. Et je pense que c'est ça que peut servir cette intervention britannico-européenne. Je ne crois absolument pas à la force, du moins le pouvoir militaire de contrainte dans ce cadre-là, mais plutôt un pouvoir diplomatique pour pouvoir faire avancer les choses, sans oublier
la population. Oui. Bertrand Besancenot, Et si oui. je peux Les me permettre, populations d'ailleurs de tout le Golfe. Juste un mot, c'est aussi un message vis-à-vis des pays du Golfe envers desquels nous sommes engagés par des accords de défense. Ouais. Et donc, une présence militaire française ou étrangère dans cette zone montre que finalement les pays du Golfe ne sont pas totalement seuls face à la menace iranienne. Bon, c'est très clairement un message politique également, et nous avons tout à fait raison de le jouer. Merci à tous d'être venus sur France Info pour débriefer avec nous cette nouvelle séquence, on le rappelle, avec plusieurs navires, 2, peut-être 3 navires qui auraient été visés par des tirs iraniens dans le détroit d'Ormuz, justement. Est-ce que les États-Unis vont réagir à cette démonstration de force, puisque tout se joue là-bas, c'est vraiment le nerf de la guerre. On y revient évidemment sur France Info. Merci infiniment.